thèmes qui sont abordés dans cette communication sont basés sur une thèse de doctorat intitulée « Déregarder l'imagerie spatiale, une étude critique des fondations coloniales de l'exploration du cosmos », défendue il y a tout juste une année à l'Université de Lausanne. Et dans cette recherche, je propose une lecture critique et décoloniale des images produites dans le cadre de l'exploration matérielle et de l'espace, en portant une attention particulière au programme spatial américain. Je défends notamment l'hypothèse que les images spatiales sont des canaux puissants pour communiquer une vision de la Terre et du cosmos, ce que j'appelle une cosmovision, qui est spécifique au régime d'historicité du capitalisme tardif. Ce dia montre la mise en page du manuscrit de mon doctorat, qui va être donc publié en mai 2025 chez Métis Press, dans la même collection que l'ouvrage Images premières de Vivien. Donc, voilà, petite double promotion. Et j'ai une pensée pour Nicolas Nova, qui, en plus d'être un ami extraordinaire, a fait partie de mon jury de thèse, et cette réflexion n'aurait pas été la même sans lui. Techniquement, les images spatiales désignent toutes les images produites au-delà de la ligne Kármán, située plus ou moins arbitrairement à 100 km d'altitude. Cette zone est souvent utilisée pour qualifier l'entrée dans l'espace extra-atmosphérique. Des premières photographies analogiques produites dans le désert du Nouveau-Mexique jusqu'aux modélisations d'exoplanètes, une étape importante de cette recherche a consisté à composer une constellation ou une matrice de références iconographiques susceptibles de montrer pourquoi et comment cette imagerie implique une manière très spécifique de voir, de représenter, de penser et d'agir sur Terre et dans l'univers. Dans leurs usages généralistes, les images produites dans le cadre de l'expansionnisme spatial sont souvent esthétisées dans le seul but de s'attirer les faveurs d'un public le plus vaste possible. Dans une période dominée par de fortes tensions et des incertitudes à propos du futur, elles servent souvent d'alibi pour détourner l'attention des chocs de l'actualité. Ces images s'inscrivent dans des temporalités qui semblent détachées des urgences terrestres et leurs fondements idéologiques et politiques ainsi que leurs conséquences écologiques sont rarement questionnés. L'expression to unsee, que j'ai traduit par déregarder, a été utilisée par Nicolas Mirzov au tournant du millénaire pour repenser l'histoire de l'art occidental à l'aune de la crise climatique. Il montre par exemple que certains paysages de Claude Monet, comme Impression Soleil Levant, peinte en 1872, Suisse, le 72, visualisent l'impact de la révolution industrielle sur l'environnement. En effet, les nuages de fumée visibles en arrière-plan étaient causés par l'usage de combustibles fossiles qui plongeaient toute la zone portuaire du Havre dans une brume permanente. Dans une période où les conséquences destructrices de l'activité humaine sur l'environnement sont amplement documentées, on peut se demander pourquoi les images produites dans le cadre de l'exploration matérielle de l'espace continuent à être perçues à partir de leur beauté formelle. Comme Mirzov, je propose de déregarder ces images afin de montrer comment, au nom de la science, de l'innovation technologique ou de campagnes de marketing, elles ont universalisé une écologie visuelle qui n'est pas universellement partagée. Plus spécifiquement, je cherche à comprendre comment ces images ont naturalisé des schémas d'action et de pensée coloniaux dans le monde postcolonial. La NASA a toujours utilisé de belles images pour créer une opinion publique positive et assurer ainsi la viabilité politique et économique de ses programmes. Et cette publication récente de Taschen, publiée pour commémorer le 60e anniversaire de l'alunissage, montre que la NASA a toujours recours à l'expansionnisme des États-nations européens pour justifier son existence et sa mission. Cet eurocentrisme est particulièrement explicite dans la propagande de l'administration Reagan durant les réformes néolibérales des années 80. Cette période a posé les bases d'un nouvel âge spatial en présentant les innovations, les investissements à risque ou la compétitivité comme une mission civilisationnelle. Au-delà de son inscription dans des sites terrestres ou extraterrestres, la puissance coloniale de l'expansionnisme spatial s'exprime surtout dans cette capacité à étendre à l'infini les territoires du capitalisme marchand, en particulier des catégories et des hiérarchies mises en place au moment du commerce triangulaire. Même si de nouveaux acteurs internationaux entrent en lice continuellement, les communautés de pensée et d'action opérant dans le secteur des nouvelles industries aérospatiales sont unanimement convaincues que l'exploration matérielle du cosmos, en permettant d'établir des colonies de peuplement dans l'espace, offre des solutions aux risques existentiels causés par l'épuisement des ressources et le changement climatique. Ainsi, plus le spectre du chaos et de l'effondrement terrestre se matérialise et plus ces images deviennent opérantes.
L'impact écologique des images spatiales occupe par conséquent une place centrale dans cette réflexion, car certains paradigmes, comme la science de la Terre ou la géo-ingénierie, sont largement fondés sur la primauté accordée à la vue pour observer, gérer ou façonner les phénomènes terrestres ou extraterrestres. À ce titre, la perspective méthodologique adoptée dans cette recherche insiste sur l'importance de créer des contre-récits susceptibles de déstabiliser les certitudes associées à ces visions eurocentrées. Dans Dear Science and Other Stories, la philosophe afroféministe Catherine McKittrick insiste sur l'importance des musiques, des rythmes, des sonorités, de l'improvisation ou du remixage pour stimuler une réflexion épistémologique et méthodologique. Comme une composition de hip-hop, les images spatiales sont ainsi envisagées comme des échantillons qui peuvent être mis en boucle ou comme des fragments qui peuvent sans cesse être remixés en fonction de l'audience ou de contexte donné. Je vous propose maintenant de mettre en boucle quelques échantillons. Donc, comme beaucoup d'études sur ce thème, et on les a vues durant ce colloque, mon point de départ a été les images du globe terrestre prises dans le cadre du programme Apollo. Ces images ont activement participé à la production de découvertes scientifiques et d'une imagination planétaire qui est indissociable des manières contemporaines de penser et de représenter la Terre et le cosmos. L'habit bleu ou le Blue Marble signifiait une humanité cloisonnée à l'intérieur d'un espace clos, sans force extérieure auquel il est possible de confier les conséquences de nos actions communes. Mais quels sont les yeux qui ont le pouvoir de voir le globe terrestre ou le cosmos en toute objectivité, au contraire et au détriment des autres condamnés à rester dans l'obscurité? La pensée écologique contemporaine s'est en grande partie construite autour des récits associés à cette vue de nulle part. Dans les imaginaires techno-utopistes des années 70, Suisse, les images spatiales servent à évoquer une humanité qui n'est plus dans le monde, mais continuellement en train de s'observer autour du monde grâce au système de télédétection. Pour des visionnaires influents comme McLuhan, Carl Sagan, Lovelock, Buckminster Fuller ou Stuart Brunt, la planète est comparée à un théâtre global, une œuvre d'art, une déesse, un bijou délicat. Je propose que cette imagination planétaire, systématiquement enchâssée dans des images-mondes, a activement participé à l'occultation des visions de celles et ceux qui expérimentent l'exploration de la Terre et du cosmos sans faire recours aux infrastructures du complexe militaro-industriel. Un premier pas pour déregarder ces images consiste à reconnaître que cette vision par défaut, qui est empreinte de romantisme, est cadrée par et pour les yeux d'un homme blanc d'ascendance européenne, chrétien et supposément hétérosexuel. Ce point est relevé notamment par des auteurs féministes qui, comme Donna Haraway ou Karen Litfin, observaient que ces cultures visuelles produisent des visibilités qui, paradoxalement, intensifient des formes d'invisibilisation, d'exclusion ou de prédation. Aujourd'hui, les images de la Terre produites à l'aide des systèmes de télédétection sont omniprésentes à la fois pour évoquer une condition planétaire et pour valider le déploiement d'infrastructures globales pour gérer les crises climatiques. Ces images sont souvent associées à un nous générique, comme dans la phrase d'Obama « We need to protect the only planet we have », qui donne à une minorité politique, économique ou scientifique le droit de parler et d'agir au nom de toute l'humanité. Par conséquent, ces images appuient des récits qui masquent des impacts, des responsabilités et des rapports de pouvoir profondément asymétriques. Lorsqu'elles sont ramenées à des logos ou à des arrière-plans dans les stratégies d'éco-blanchiment, les images du globe terrestre servent surtout à démontrer la capacité des entreprises privées à repousser sans cesse les frontières naturelles et humaines. Elles participent implicitement à nourrir une croyance prométhéenne qui voudrait que la Terre serait entièrement manageable. Ou est comme Sébastien Grevesmühl, on peut se demander si, je cite Grevesmühl, ces images ne sont pas en train d'alimenter un fantasme de la maîtrise totale du globe, qui est sans doute l'une des causes de la crise environnementale actuelle. Fin de la citation. Cette observation fait écho aux toutes premières photographies prises depuis l'espace, produites en 1946 par l'armée américaine dans le désert de White Sands, à l'aide d'appareils photographiques installés sur des missiles V2. Ces missiles avaient joué un rôle prioritaire dans la politique de réarmement d'Adolf Hitler. Dans le contexte américain de l'après-guerre, un défi consistait à pacifier ces technologies en insistant sur leur capacité à explorer les nouvelles frontières de l'espace à des fins scientifiques. Cette histoire est incarnée à travers la figure de Werner von Braun, un ingénieur allemand exfiltré qui, notamment grâce à ses collaborations avec Walt Disney, présentait l'astronautique comme une entreprise planétaire, coopérative et pacifique. Cette filiation
a été largement documenté par David Douglas Kilgore, ou plus récemment Fred Sharman, et Irénée Regnault et Arnaud Saint-Martin. Pour ma part, je me suis notamment intéressé à un article publié en 1950 dans le National Geographic qui présente les potentialités scientifiques et militaires des premières photographies spatiales. L'article est accompagné d'une série de Kodachromes documentant les différentes opérations terrestres menées par des militaires et des scientifiques dans les plaines du Nouveau-Mexique. Certaines images montrent les différents états du dispositif photographique, de son installation sur l'ogive avant le décollage à sa récupération dans les décombres de la fusée. D'autres images montrent des personnes en train d'observer la trajectoire du missile ou un homme posant à côté d'une carcasse calcinée, comme s'il s'agissait d'un animal qui vient d'achever. Mais l'article ne dit pas qu'en 1880, un affrontement célèbre a eu lieu dans cette zone désertique du Nouveau-Mexique qui s'est soldé par la déportation définitive des Apaches hors de leur terre ancestrale. Lorsqu'on regarde ces images, lorsqu'on les déregarde, ces images montrent l'impact des logiques de peuplement et de domestication de la nature qui, à partir du XVIe siècle, ont anéanti les relations ancestrales que ces populations entretenaient avec des écosystèmes. Peinte en 1871 par John Gast, American Progress est une allégorie de cette croyance qui, au nom du progrès, de la civilisation et de la supériorité présumée de la blanchité, a justifié la domestication violente des territoires et des populations dites sauvages. À cause de cette hiérarchisation arbitraire, les populations amérindiennes et les animaux doivent sortir du cadre de l'histoire, disparaître, afin de permettre à des poignées de colons de suivre leur destinée. Je propose qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle, cette messagère flottant au-dessus de l'écorce terrestre s'est incarnée dans des fusées, des infrastructures, des technologies et des récits associés aux images spatiales. Comme au temps des premières explorations transatlantiques ou de la conquête de l'Ouest, l'expansionnisme spatial continue à être présenté comme une mission menée au nom de toute l'humanité. L'épitaphe sur le module abandonné sur le sol lunaire ne peut être interprétée correctement sans tenir compte de cette filiation avec ce pseudo-universalisme qui, depuis plus de 5 siècles, n'a jamais cessé d'avoir des effets destructeurs sur des communautés humaines et animales et des environnements terrestres ou extraterrestres. Dans le système totalitaire, Hannah Arendt écrit, je cite, « Les solutions totalitaires peuvent fort bien survivre à la chute des régimes totalitaires sous la forme de tentations fortes qui surgiront chaque fois qu'il semblera impossible de soulager la misère politique, sociale et économique d'une manière qui soit digne de l'homme. » Fin de la citation. Au moment de l'annonce officielle de son soutien à Donald Trump, Musk porte un t-shirt avec l'inscription « Occupy Mars », un clin d'œil qui montre que la séduction et la pseudo-universalité des images spatiales seront cruciales pour détourner l'attention des chocs de l'actualité. Rien n'est moins rationnel que de prétendre qu'une vision cosmique spécifique d'une ethnie particulière doit être prise pour une rationalité universelle, affirme Annibale Quirano. Et déregarder l'imagerie spatiale est une première étape pour mettre en lumière les relations pluriverselles que des groupes humains entretiennent ou entretenaient avec les planètes et le cosmos. En guise de conclusion, je souhaitais revenir sur le fait que mon approche méthodologique a été influencée par l'univers des musiques populaires et plus spécifiquement des artistes afrodescendants qui se sont lancés dans l'exploration non matérielle du cosmos. Ces programmes spatiaux reposent sur des mythes qui, en proposant de repenser le cosmos à partir des cales de la modernité, pour reprendre une expression de Malcolm Ferdinand, ces cosmovisions donc, se déploient au-delà de la primauté de la vision et de la blanchité. Elle nous invite à explorer des univers où différentes cosmologies peuvent se côtoyer, coexister et se renforcer. Et en écho à ce qui a été évoqué ce matin, déregarder les images spatiales participe à ce qui, citons, en empruntant une expression de Sun Ra, appelle une mythocratie, à savoir la capacité du mythe, qu'il s'agisse d'une sainte parole, d'une résonance ou d'une histoire à vocation fondatrice, à frayer de nouveaux devenirs individuels et collectifs. Merci.